Avec les rues d'Iran baignées de sang, de terreur et de résistance, le peuple iranien se bat pour sa vie. Une autre guerre a lieu entre l'Est et l'Ouest. On l'appelle la guerre du wokisme. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan et en Occident. Karis Rea, quel plaisir de vous accueillir sur Al-Shakala Satlana, signifiant notre Moyen-Orient en arabe. Vous êtes un invité très spécial, l'un de nos premiers, originaire du Moyen-Orient et de l'Occident. Donc nous sommes ici, nous prenons la guerre du djihad islamique, idéologique et religieuse, et nous allons réellement la porter en Occident, parce qu'il y a une autre guerre en cours, et c'est la guerre woke. Et trop de gens au Moyen-Orient ne comprennent pas ce qu'est la guerre woke. Et vous savez quoi, j'oserais dire que trop de gens dans le monde libre ne comprennent pas vraiment en profondeur ce qu'est la guerre woke. Ils pensent que c'est en quelque sorte une plainte populaire, vous savez, contre Israël et ses politiques oppressives et sa mainmise territoriale, mais c'est tout sauf ça. C'est très, très chargé idéologiquement et violent sur le plan idéologique. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir ici. Vous écrivez un livre sur ce sujet, vous êtes l'un des jeunes leaders et activistes les plus reconnus, un expert et un spécialiste de cette question. Je suis donc vraiment ravi de. Vous savez que vous nous aidiez à comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui se passe aux États-Unis et dans tout l'Occident. Pourquoi vous concentrez-vous autant sur la droite politique comme vous le faites avec la gauche? Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans cette guerre woke? Oui, eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, C'est un plaisir partagé. surtout en Israël et en Terre Sainte. Je viens d'arriver hier soir, donc je m'adapte encore au décalage horaire. Comme vous l'avez dit, je me suis concentrée sur la gauche et la droite, surtout de plus en plus sur la droite. Depuis, je dirais, 1 ou 2 décennies, j'ai essayé de lutter contre l'antisémitisme tel qu'il se manifeste dans les milieux progressistes et islamistes. Comme vous le savez, cela se recoupe, n'est-ce pas? Nous avions ce qu'on appelait l'Alliance rouge-verte, les islamistes antilibéraux s'alliant avec les progressistes libéraux autour d'un ennemi commun, autour de leur haine partagée de l'Occident, des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs bibliques, du capitalisme, de l'Amérique. Mais de plus en plus au cours des dernières années, personnellement, j'ai vu le même type de politique identitaire basée sur les griefs et d'antisémitisme apparaître au sein de mon propre camp. Je m'identifie comme une fière conservatrice Make America Great Again et j'ai remarqué que sous la bannière de l'Amérique d'abord, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Nous avons vu des acteurs sinistres, certains venus de nulle part, d'autres présents depuis longtemps. Avant, ils semblaient agir de bonne foi. Des conservateurs qui utilisent en réalité beaucoup des mêmes tactiques que la gauche progressiste et qui s'associent avec des djihadistes ou des islamistes. Ils expriment, selon moi, des opinions anti-américaines et anti-occidentales, mais les présentent comme du conservatisme, en invoquant la famille, la foi, la liberté et tout ce que nous, conservateurs, sommes censés valoriser. C'est vraiment inquiétant. J'ai longtemps combattu cela hors de mon camp et maintenant je dois le faire de l'intérieur. Donc, quand on en parle, laissez-moi essayer de mettre un peu d'ordre ici, parce que c'est une structure très complexe dont vous parlez au sein du camp conservateur. Sous la bannière de Rendons sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again, cet antisémitisme, ce wokisme, cette réunion antisémite provient-elle d'une impulsion d'anti-judaïsme, d'anti-israélisme, ou est-ce avant tout anti-occidental, qui ensuite se transforme en une position anti-israélienne? En raison du lien apparemment fort entre le président Trump, le premier ministre Netanyahou, Israël et l'Amérique, quelle est l'impulsion qui alimente ce genre de wokisme, trait d'union, antisémitisme? Si je peux me permettre d'établir ce lien. Je ne crois pas qu'il y ait une seule impulsion. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont tous réunis pour aboutir à ce moment présent.
Nous avons récemment connu la pandémie de COVID. Pendant 4 ans, les conservateurs ont été censurés, réduits au silence, traités de complotistes simplement pour avoir posé des questions, par exemple sur l'origine du COVID dans un laboratoire à Wuhan, ou en commentant le scandale du Russia Gate, n'est-ce pas? Cette supercherie, la supercherie des libéraux qui disaient que Trump était un agent russe, n'est-ce pas? Et le fait que nous ayons révélé cela, c'était une campagne menée par Obama et Clinton pour espionner le président et suggérer une collaboration avec les Russes, ainsi que le scandale de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Pendant la pandémie, les conservateurs étaient traités de complotistes pour avoir posé des questions alors qu'il existait de vraies conspirations. Ce que cela a fait, c'est ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui a essentiellement désabusé beaucoup d'entre nous et nous a rendus très amers, pessimistes à propos de la société, de la politique. Et cela nous a permis de devenir beaucoup plus conspirationnistes dans notre façon de penser, parce que, comme je l'ai dit, on nous traitait de complotistes simplement parce que nous mettions en lumière de vraies conspirations. Et il y a eu en quelque sorte un retour de bâton où nous avons adopté cette étiquette et nous nous sommes dit, d'accord, très bien, nous serons des complotistes, n'est-ce pas? Parce que quand on est réduit au silence et ignoré pendant si longtemps, n'est-ce pas? Tous les réseaux sociaux nous réduisaient au silence, n'est-ce pas? Twitter et TikTok et de merveilleux médecins et scientifiques ont été réduits au silence. Et je pense que tout cela a ouvert la voie à un conspirationnisme qui favorise l'antisémitisme. Parce que toute personne qui connaît un peu l'antisémitisme sait qu'il s'agit avant tout d'une conspiration. Donc, beaucoup de conservateurs, en particulier les jeunes conservateurs de 20 ou 30 ans qui sont en ligne, sont très sensibles à toutes sortes d'idées conspirationnistes concernant la politique ou la culture. Donc maintenant, vous avez ces calomnies de sang ressassées contre les Juifs qui se répandent comme une traînée de poudre. C'est donc l'une des raisons expliquant l'augmentation de l'antisémitisme. Et je pense que cela va clairement de pair avec une sorte de wokisme à droite, car en même temps, il y a aussi autre chose qui se passe, à savoir un mouvement réactionnaire contre la gauche. Donc, le wokisme existe essentiellement sur une hiérarchie intersectionnelle, dans laquelle vous avez les oppresseurs en haut et les opprimés en bas. Et tout le monde peut être divisé en un groupe le long de cette hiérarchie. Et peu importe les circonstances individuelles, si vous êtes noir, vous êtes immédiatement considéré comme l'opprimé. Si vous êtes blanc, vous êtes immédiatement considéré comme l'oppresseur. La gauche organise les sociétés selon le prisme du wokisme. Eh bien, quand les conservateurs, pendant si longtemps, se sont fait dire qu'ils sont racistes et toxiques et suprémacistes blancs simplement parce qu'ils sont blancs ou conservateurs, ou hommes ou chrétiens, il y aura un retour de bâton et le balancier repartira dans l'autre sens. Et celle qui a mis en garde contre cela, c'était Jordan Peterson, Dr. Jordan Peterson, quand tout le monde se faisait contrôler sur ses pronoms et que les jeunes hommes blancs étaient diabolisés, la Dr. Peterson a dit « Cela va créer un mouvement identitaire miroir à droite. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Rejette-t-il la gauche autant qu'Israël? Est-ce que la droite woke rejette la gauche? Je dirais que la droite woke fait semblant de rejeter la gauche, en effet, parce qu'ils opèrent sous le couvert du conservatisme. Mais comme ils utilisent les mêmes tactiques, on les voit en réalité s'allier à la gauche. C'est pourquoi, par exemple, vous avez quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez à gauche qui s'allie avec Thomas Masset à droite au Congrès, ou bien vous voyez Anna Kasparian à gauche, aller dans l'émission de Tucker Carlson à droite. Vous avez toutes ces alliances qui se forment autour de griffes et de la politique identitaire. On les appelle la droite woke car ils ne sont pas à gauche mais reflètent pourtant la gauche. Et ils trouvent un terrain d'entente avec la gauche. Mais il me semble que la cause commune, c'est avant tout peut-être Israël et les Juifs. Parce que sur l'immigration, la gauche et la droite sont très différentes. Sur les droits des minorités, elles sont très différentes.
Où trouve-t-elle un terrain d'entente? Oui, donc je pense que c'est principalement autour d'Israël et des Juifs, mais pas exclusivement. Par exemple, cette semaine, nous avons eu Tucker Carlson. Je pense que c'était cette semaine ou peut-être il y a quelques semaines maintenant, mais je lisais quelque chose à ce sujet. Hier, nous avons eu Tucker Carlson dans sa newsletter. En réalité, il reprochait à l'Immigration and Customs Enforcement ses méthodes violentes envers les manifestants. Maintenant, c'est une perspective très à gauche qu'il défendait et beaucoup de conservateurs avaient encore plus de raisons de croire que Tucker n'est plus vraiment membre du mouvement conservateur. Donc, ce n'est pas seulement Israël. Il y a beaucoup d'autres moments où l'on voit ce genre de gauchisme s'infiltrer dans cette soi-disant vision du monde conservatrice. Encore une fois, tout repose sur le ressentiment et la victimisation. Ce n'est pas basé sur des principes légitimes ou des valeurs objectives qui pourraient permettre d'envisager une société prospère. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que Tucker Carlson aujourd'hui est autant une source d'élaboration de politique pour la communauté de Washington que n'importe quelle autre source. Et je veux dire, même si je suis basé en Israël, mais en voyageant là où vous êtes, d'où vous venez, à Washington District de Columbia, nous entendons de la part des assistants parlementaires, des chefs de cabinet, que les médias, les réseaux sociaux et tout cela ont de plus en plus d'influence. Donc, Tucker Carlson, il définit l'agenda auquel la communauté politique réagit. Quand on parle de lui, il semble s'isoler toujours plus à droite. Prenez l'exemple de l'Immigration and Customs Enforcement que vous venez de mentionner. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, qu'il serait maintenant perçu comme étant contre la loi et l'ordre ou contre l'application des lois sur l'immigration illégale. N'est-ce pas? Mais comment devrions-nous considérer Tucker Carlson? Est-il aussi intégré dans le courant dominant que le suggèrent certains? L'est-il vraiment? Est-ce toujours un cas isolé? Non, je pense qu'il a déjà été dans le courant dominant, surtout au sein de la droite populiste, notamment pendant la pandémie. Même pour moi, Tucker Carlson était une bouée de sauvetage. J'écoutais ses monologues chaque jour à 17 heures dans le salon de mes parents durant les 5 premiers mois de la pandémie. Et je pense qu'il reflétait vraiment beaucoup des préoccupations croissantes des conservateurs trumpistes, des conservateurs populistes. Mais une fois qu'il a quitté Fox, et je dirais même un peu avant, il a commencé à choisir des sujets qui non seulement n'intéressent plus autant les conservateurs, mais il semble soit se concentrer uniquement sur Israël, soit être complètement hors sujet par rapport aux vrais problèmes auxquels les Américains sont confrontés. Et de plus en plus, il adopte une position de plus en plus audacieuse sur la politique étrangère, où, encore une fois, il semble qu'il ne soit même plus du tout du côté des conservateurs. Il a fait tout un épisode pour louer Maduro, Nicolas Maduro au Venezuela, parce qu'apparemment, il n'y a pas de personnes transgenres au Venezuela, et il réprime les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ce qui, en apparence, est très à gauche. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc oui, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que je le pense aussi. Je pense qu'il y a plusieurs façons de comprendre idéologiquement Tucker Carlson. Il faut comprendre que Tucker Carlson n'est pas un conservateur, sauf sur certaines questions sociales qui correspondent à sa foi, par exemple l'avortement, l'idéologie trans, les questions lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Oui, il est encore très classiquement conservateur sur ces questions, mais sur aucune autre question, il n'est en accord total avec l'Américain conservateur ordinaire et certainement pas avec quelqu'un dans l'administration Trump qui applique réellement la politique selon la doctrine Trump. Si vous examinez les opinions de Tucker sur l'économie, la politique étrangère, les questions constitutionnelles, l'immigration et le commerce, il ressemble de plus en plus aux gauchistes qu'il critiquait vertement il y a seulement quelques années, et pourtant il prétend toujours être de notre côté. Alors, a-t-il toujours la même influence dans le cercle des élites de Washington qu'il avait autrefois? Eh bien, je ne pense pas autant. Je veux dire,
Tout d'abord, il n'habite plus à Washington, mais il continue clairement à faire ses visites régulières à la Maison-Blanche. Mais d'après ce que je sais, d'après ce que des initiés m'ont dit, c'est vraiment à la demande de J.D. Vance. Et Trump est très poli, mais il l'ignore en grande partie. Maintenant, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est ce que j'ai entendu à Washington. Je pense ou j'espère que de plus en plus de gens à Washington se rendent compte que Tucker n'est pas de notre côté et donc ils ne lui prêtent plus attention. Cependant, je pense vraiment que Tucker joue sur le long terme, dans le sens où il s'est positionné depuis bien plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions pour préparer J.D. Vance à devenir président. Sans Tucker Carlson, J.D. Vance ne serait sans doute jamais devenu sénateur ni vice-président. Donc, je pense qu'il est très important quand on regarde ou écoute Tucker Carlson et qu'on essaye de comprendre ses opinions. Attendez, ici, il a l'air conservateur, mais là, il ressemble à un gauchiste. Nous devons toujours garder cela à l'esprit en arrière-plan. Ah, eh bien, il fait toujours l'éloge de J.D. Vance. J.D. Vance et Tucker sont comme ça, ils travaillent ensemble. Il ne dit que du bien de J.D. Vance tout en critiquant sans cesse le reste de l'administration Trump. Quel est donc son objectif? En regroupant les éléments, on constate que Tucker Carlson prépare le terrain pour permettre à J.D. Vance de prendre le pouvoir. Et espérons-le, selon Tucker, gouverner à l'image de Tucker, gouverner selon l'image que Tucker aimerait voir, c'est-à-dire isolationniste, nationaliste, antisémite, anti-Israël. Il est intéressant de noter que J.D. Vance a une épouse indienne. Cela le met dans une position différente, dans un contexte différent comparé à Tucker Carlson. Contexte. Je parle de la vision du monde de Tucker Carlson sur l'autre. Je ne suis pas sûre. Je ne qualifierais pas Tucker Carlson de groipé, n'est-ce pas? En observant le conservatisme et la culture aujourd'hui, toutes les factions sous la bannière Make America Great Again ou America First cherchent à obtenir le pouvoir et reprendre le flambeau de Trump après son départ. Je pense que beaucoup de gens, vus de l'extérieur, pensent qu'il n'y a que les groipeurs et puis tout le reste, mais pour moi, il y a les groipeurs. Il y a les paléoconservateurs, les libertariens, il y a les nationalistes ethno-chrétiens et il y a un certain chevauchement entre ces groupes. Mais il y a aussi beaucoup de différences nuancées. Donc, je ne mettrai pas Tucker dans le même groupe que Nick Fuentes et ses partisans qui sont à 100% racialistes dans leur orientation et qui détestent J.D. Vance. Parce que, comme tu viens de le dire, il a une femme indienne, je ne mettrai pas Tucker dans cette catégorie. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de recoupement entre les opinions paléo de Tucker et celles des groupies. C'est ce qui rend Tucker dangereux. Il sert de porte d'entrée vers ce monde. Et il invite justement ces factions très radicales et viscérales de la droite dans la conversation, dans l'espoir de les rendre plus acceptables. Mais Tucker est en réalité à la frontière des deux mondes, donc il peut se permettre de séduire à la fois les groupies et les post-libéraux du cercle de J.D. Vance. Tu sais, Nathan Charensky, qui était l'ancien vice-premier ministre et l'un des plus grands dissidents juifs de l'histoire soviétique, a fait un commentaire dans un article qu'il a écrit pour un livre que j'ai eu le privilège d'éditer, qui s'appelle Israélophobie, qui est volontairement basé sur l'islamophobie. L'occupation du discours civil par l'extrême gauche radicale et comment y faire face. Dans ce livre, il affirme que le grand défi de la droite est de se critiquer, tout comme celui de la gauche est l'autocritique. Et ici, vous avez une situation où Caris Rea est je ne dirais pas un soldat solitaire, mais vraiment l'une des voix remarquables, et oui, je dirais isolée. Ce que je me demande, c'est où sont les grandes voix politiques grand public qui pourraient, et d'autres voix aussi, vous savez, dans la communication, dans le discours médiatique, qui dénonceraient vraiment, vous savez, avec des millions de followers, qui dénonceraient le carlsonisme de Tucker Carlson.
Phénomène dangereux qui, d'une certaine façon, reste sans réponse. N'est-ce pas? Eh bien, tout d'abord, merci, mais je pense que vous me donnez trop de crédit. Il y a vraiment un groupe fantastique de conservateurs à travers le pays s'en préoccupe et en parle ouvertement. Je l'ai fait en raison de mon travail dans la communauté juive et la communauté sioniste. J'ai été, vous savez, très active pour essayer d'avertir les Juifs de ce à quoi nous sommes confrontés, les Juifs conservateurs, qu'il y a des chrétiens formidables qui mènent ce combat dans leurs églises chaque jour, et en ligne et en coulisses dans la sphère politique. Mais en ce qui concerne les voix vraiment grand public qui ont des plateformes touchant des millions de personnes, il n'y en a certainement pas assez. Je veux dire, il y a bien les Juifs conservateurs stéréotypés comme Ben Shapiro et Mark Levin qui en parlent très fréquemment, de plus en plus, et d'autres personnes sur le Daily Wire comme Andrew Klavan. Et puis, il y a Dana Loesch, et puis il y a d'autres merveilleux chrétiens comme Seth Dillon et James Lindsay qui seront tous les deux ici à la conférence demain. Mais c'est certainement quelque chose que nous aimerions tous voir davantage. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense que c'est la raison pour laquelle d'autres personnes n'en parlent pas. Les autres conservateurs traditionnels, c'est l'une des raisons. Parce qu'ils ne comprennent pas toute l'ampleur du problème, ils pensent que c'est juste une histoire de râleurs. Une vertu ou un phénomène passager. Oui, ils ne pensent pas vraiment que c'est important, qu'il va vraiment y avoir un impact, que cela va vraiment affecter la culture de manière significative, que cela impacte vraiment la politique. Ou je pense que beaucoup d'entre eux ils sont dans le déni, ou je pense que ils ne veulent pas vraiment critiquer leur propre camp. Donc, même s'ils reconnaissent que c'est un problème, peut-être pas un problème insoluble, pour l'instant, ça n'a pas encore atteint ce niveau catastrophique de point de non-retour. Même s'ils reconnaissent l'importance d'en parler, ils ne veulent pas être ceux qui créent des vagues et reçoivent la colère de leur propre camp, parce qu'ils veulent être connus pour combattre la gauche. Et d'une certaine manière, je comprends ça, d'une certaine manière, j'ai de la sympathie, tu vois. Si tu as fait toute ta carrière à défendre la droite et combattre la gauche, pourquoi voudrais-tu soudainement te retourner contre les tiens d'une certaine manière et braquer les projecteurs sur des personnes qui sont apparemment conservatrices, tu vois? Je veux dire, c'est un peu se mettre en danger d'être ostracisé et, tu sais, d'être exclu du mouvement. James Lindsay a vécu cela au début, étant accusé d'antichristianisme, et il a perdu beaucoup d'opportunités de conférences et les congrès conservateurs ne voulaient plus qu'ils viennent leur parler. Beaucoup reconnaissent maintenant que James Lindsay avait raison, comme cela s'est produit au départ, parce qu'il avait effectivement une énorme plateforme et il est allé beaucoup plus loin que moi et il était l'une des rares personnes à parler de cela. Donc je pense que soit les gens sont dans le déni et ne comprennent pas, soit ils ont peur. Pourquoi Israël est-il un point commun pour l'extrême droite et gauche éveillée? Que représente Israël comme phénomène juif collectif, contrairement aux juifs pris individuellement? Je n'entends pas Tucker Carlson proférer de calomnies de sang sur des juifs pris individuellement, autant que je l'entends tout le temps faire, vous savez, des commentaires diffamatoires et calomnieux sur Israël. Des propos qu'on n'avait pas entendus depuis des décennies. Eh bien, je dirais, il fait aussi des commentaires diffamatoires sur quelques Juifs très en vue, en particulier Ben Shapiro et Mark Levin, qu'il ne peut s'empêcher de présenter ainsi. Assoiffé de sang, vous savez, obsédé par le pouvoir. Parce qu'il se sent menacé, il se sent menacé. Oui, et je pense que, eh bien, oui, je pense qu'ils se sentent menacés, mais je pense aussi je pense que c'est parce qu'ils sont des boucs émissaires faciles, parce qu'il y a des Juifs très puissants dans le journalisme qui ont atteint un certain niveau de succès that est tellement respectable. Que Tucker, dans sa quête de diaboliser les Juifs en tant que collectif, doit s'en prendre aux quelques individus qui ont réussi à atteindre le sommet. Je pense que la question de savoir pourquoi Israël est si importante en est une très pertinente.
parce que beaucoup d'articles et de podcasteurs présentent ce qui se passe dans la culture conservatrice comme une fracture autour d'Israël, n'est-ce pas? Le Parti républicain est en train de se diviser à propos d'Israël et c'est ce qui se passe. Je vois Israël simplement comme un prétexte superficiel ou comme un écran de fumée pour quelque chose de bien plus profond. C'est en fait ce que nous voyons à gauche, c'est-à-dire un mouvement anti-américain, anti-occidental qui utilise Israël comme prétexte. Ainsi, ils n'ont pas à dire ce qu'ils pensent vraiment, à savoir qu'ils veulent détruire les principes fondateurs de l'Amérique, démanteler nos normes et institutions démocratiques et les remplacer par autre chose. Mais ils s'en prennent à Israël, ils s'en prennent aux Juifs parce que le Juif peut servir de prétexte à cela, pour cela, et cela peut être acceptable et cela peut rapprocher quelqu'un un peu plus de cet objectif. Parce que, comme nous le savons grâce à l'histoire, cela a toujours été acceptable, tant que l'on adapte un peu le langage pour qu'il corresponde à la tradition culturelle d'aujourd'hui. Vous savez, Candace Owens, Tucker Carlson et son soutien à J.D. Vance comme un rejet de l'Amérique ou le rejet de l'Amérique, amical envers les Juifs, l'État juif, les valeurs bibliques et la civilisation judéo-chrétienne. En d'autres termes, j'essaie de mettre en évidence une différence fondamentale entre la gauche woke, qui me semble vraiment ne pas aimer l'Amérique. Ils détestent les structures américaines et veulent les détruire pour refaçonner le pays, dans une sorte d'image radicale qui ne ressemble en rien à ce que les pères fondateurs et notre Constitution représentent vraiment. Mais qu'en est-il de la droite? Eh bien, Tu viens en fait de répondre toi-même à ta propre question parce que tu as dit, eh bien, est-ce que Tucker Carlson n'aime vraiment pas l'Amérique ou est-ce qu'il n'aime juste pas une Amérique qui est amie avec Israël, amie avec les Juifs, qui a des valeurs bibliques, des principes judéo-chrétiens? Qu'est-ce que l'Amérique si ce n'est ses principes judéo-chrétiens? Alors, quel est le fondement même de ce pays? c'est exact, absolument. Si vous rejetez la fondation de l'Amérique, ce que l'histoire nous prouvera, l'histoire peut le montrer. Nous étions intimement liés au mont Sinaï, aux 10 commandements et à Moïse. Et c'est ainsi que nos pères fondateurs, c'est ce qu'ils ont emporté avec eux lorsqu'ils construisaient l'Amérique à l'image qu'ils pensaient être pure, prospère, humaine, morale et égalitaire. Ils se sont tournés vers ces racines judéo-chrétiennes pour bâtir l'Amérique. Donc, si vous ne croyez pas en cette Amérique-là, ce à quoi vous croyez essentiellement, c'est un pays différent. Il pourrait s'appeler Amérique, mais ce ne serait que le nom, pas l'Amérique en réalité. Ce qui est la même chose que la gauche, la seule différence, c'est que la gauche est très évidente et très franche. Concernant le fait qu'ils n'aiment pas l'Amérique, la droite ne dira jamais qu'elle n'aime pas l'Amérique. Parce que le patriotisme est l'une des valeurs fondamentales du conservatisme, donc si vous vous faites passer pour un conservateur, il vaut mieux faire semblant d'être patriotique, il vaut mieux faire semblant d'aimer l'Amérique, mais la gauche agit pareil aussi quand il s'agit de faire semblant de se soucier, par exemple, des droits de l'homme ou de choses comme ça. Nous savons tous que tout cela n'est qu'un double discours pour leur propre tendance révolutionnaire néo-marxiste. C'est exactement la même chose qui se passe. De la même manière, la droite utilise le langage du conservatisme. En parlant de foi et de famille, vous savez, et être une personne fièrement America First afin de promouvoir ce que je considère comme un avenir post-constitutionnel pour mon pays, dans lequel les normes démocratiques, comme l'état de droit, les élections, les limites constitutionnelles, sont essentiellement supprimées et remplacées par une version plus autoritaire. Pour ce pays qui est un pouvoir conservateur chrétien centralisé et il n'y a aucune forme de liberté religieuse ni d'équivalent du premier amendement et la politique étrangère est isolationniste. Et nous pouvons entrer dans les nuances de cela. Mais Tucker Carlson a une vision très différente de l'Amérique et donc je soutiens qu'il n'est pas du tout pro-américain et il n'est qu'un parmi eux.
Je veux dire, il y a tellement d'acteurs dans ce jeu, mais Tucker est celui dont les gens parlent le plus. Qu'est-ce qu'Israël peut faire quand on entend ça? Vous connaissez notre discussion d'aujourd'hui et vous pensez à Israël, à l'image d'Israël. It's Son statut international n'a jamais été aussi menacé. Hmm. Et même si les sondages montrent que la majorité du peuple américain soutient toujours Israël, même la majorité des gouvernements européens soutiennent encore Israël. J'ai vu un sondage récemment et plus de 60-65% néanmoins dans le monde, dans la stratosphère des réseaux sociaux. Je veux dire, Israël est littéralement traîné dans le sang et dans la boue. Et qu'est-ce qu'Israël peut faire pour contrer ce type de message, d'endoctrinement, de propagande? Parce qu'Israël, d'après mon expérience, étant ici depuis presque 40, 35 ans, 36 ans, n'a pas fait un travail satisfaisant en dévoilant ses ennemis et en se mettant elle-même en valeur, en exposant un récit, en menant un récit, en dirigeant un récit, qu'elle a toutes les vertus du monde pour le faire et toutes les justifications du monde pour le faire. Mais cela semble simplement être une réaction défensive joueur. Oui, c'était une nouvelle réalité, non? Je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'Israël peut faire, mais s'ils ne les ont pas faites pour s'attaquer à la gauche, je ne vois pas pourquoi ils commenceraient maintenant à s'attaquer à la droite. Je veux dire, nous avons entendu, Donc nous faisons ce podcast et ils vont nous écouter. n'est-ce pas? Oui, tu sais, il y a eu tellement de personnes qui ont proposé des choses tellement évidentes pour les relations publiques d'Israël, comme avoir des porte-paroles jeunes qui parlent un anglais parfait, qui sont brillants et savent débattre. Aller vraiment sur le terrain et défendre la cause d'Israël semble évident. Pourtant, Israël ne l'avait jamais fait auparavant. Ils ont essayé avec Elon Levy, qui était incroyable, mais il est parti et n'a pas été remplacé. Mais tu sais, mais au-delà des relations publiques, je pense que deux choses devraient vraiment se passer ici. Israël doit cultiver des liens avec les chrétiens en Amérique. Les sionistes chrétiens sont le dernier bastion du philosémitisme en Amérique. Les sionistes chrétiens commencent lentement à se retourner contre Israël pour une raison précise. Et c'est parce que les forces à l'œuvre ici, les forces anti-américaines, savent que s'ils peuvent séparer les conservateurs chrétiens des Juifs d'Israël, c'est le début de la fin pour l'Amérique. L'histoire nous l'apprend, nous le savons. Deuxièmement, lorsqu'une société, une nation, un pays ou une communauté succombe au virus de l'antisémitisme, il ne faut pas longtemps avant que cette entité ne se désintègre. Elle est endoctrinée. C'est un véritable suicide pour toute société et ceux qui nous détestent le savent, les islamistes le savent, les Russes le savent, les Chinois le savent. Ils savent que s'ils peuvent exploiter les divisions réelles en Amérique à propos d'Israël ou des Juifs, mais les amplifier, les instrumentaliser et les magnifier pour qu'elles deviennent réellement normalisées et courantes, que cela peut affaiblir l'Amérique et nous rendre extrêmement vulnérables face à ceux qui cherchent notre destruction. Je pense qu'il est très important de cultiver des relations avec les sionistes chrétiens. D'excellents groupes s'en chargent. La Fondation des Alliés d'Israël et Israël 365 sont présents, mais il faudrait plus de groupes similaires. Le Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères organise en fait avec une autre organisation le tout premier congrès sioniste judéo-chrétien. C'était fantastique à Nashville en février, à la mi-février de cette année, un tout premier événement exceptionnel. Et nous avons un programme très solide pour entrer en contact avec les principales communautés sionistes chrétiennes aux États-Unis. Ils sont 80 à 90 millions aux États-Unis et beaucoup ignorent qu'il existe 700 millions de sionistes chrétiens dans le monde. Nous sommes donc vraiment alignés avec vous. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de ce gouvernement israélien et même de l'opposition. Presque tous ont radicalement changé d'avis sur l'ouverture et l'intégration des sionistes chrétiens. Nous voulons créer une reconnaissance pour un chrétien, un sioniste,
comme une minorité légitime et absolue en Israël. Donc ce n'est pas seulement merci beaucoup de soutenir Israël, envoyer de l'argent, Shabbat Shalom. On doit avancer, mais il faut en faire de vrais partenaires, car 99% des sionistes mondiaux ne sont pas juifs. Eh bien oui, et puisque vous avez demandé, que peut faire Israël dans ce combat? Au final, ce sont les chrétiens qui vont faire bouger les choses à droite, ce ne seront pas les juifs. Israël peut donc encourager ces relations et soutenir les chrétiens. Je pense aussi qu'ils peuvent faire autre chose. Et vous savez, j'ai l'impression que ça va juste être coupé. Quelqu'un va sûrement reprendre ça et dire, voilà cette juive sioniste qui admet qu'Israël doit infiltrer les communautés chrétiennes conservatrices pour contrôler le monde. Je sais, vous savez, je peux très bien imaginer que quelque chose comme ça arrive, mais laissez-moi juste vous donner une analogie. Après la guerre froide, et cela s'est aussi produit tout au long de la guerre froide, de la part des Soviétiques, mais après la guerre froide. Et Trevor Loudon en parle vraiment, vraiment beaucoup. La Russie a commencé une campagne très ciblée pour reconstruire son image après la guerre froide, n'est-ce pas? Parce que l'Union soviétique était une entité de gauche. Cela paraissait vraiment, vraiment défavorable aux yeux des chrétiens et des conservateurs en Amérique. Et donc, la Russie a commencé dans les années 90 à cibler fortement les communautés chrétiennes conservatrices aux États-Unis en les invitant à des conférences avec des agents d'influence et en envoyant des intermédiaires. En gros, il leur disait « Nous sommes de votre côté, Russie. Nous avons changé, nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes des chrétiens fiers. Nous partageons vos valeurs, les mêmes valeurs que vous en tant qu'Américains. Nous croyons en des familles solides et nous croyons en la fierté nationale et les communautés locales, non? » Et cela a eu un impact énorme aujourd'hui sur la raison pour laquelle certaines factions de la droite, à savoir les milieux paléoconservateurs et libertariens comme ceux de Rand Paul et de Pape, sont influencés. Les Buchanan sont tellement sympathisants de la Russie dans la guerre en Ukraine parce qu'ils croient en fait que la Russie reflète en quelque sorte l'Amérique en termes de valeurs. Ils ont cru aux mensonges selon lesquels la Russie serait un pays chrétien fier, ce qui est complètement ridicule, et ils croient aux belles paroles qu'on leur a servies. Pourquoi Israël ne le ferait-il pas? Peut-être qu'ils le font déjà, et si c'est le cas, bravo, car nous ne devrions pas le savoir. J'espère que s'ils l'ont fait, personne ne saura. Pourquoi Israël ne mènerait-il pas un contre-espionnage? Une guerre de l'information comme celle-ci, où il mène en fait le même type d'opération psychologique en Amérique, où ils essaient réellement de pénétrer des communautés qui partagent leurs valeurs et de les amener à en prendre conscience, n'est-ce pas? Parce que je ne comprends tout simplement pas, alors que nous sommes confrontés à ces ennemis dotés de capacités incroyables à l'ère de la guerre de l'information et d'Internet. Je ne comprends pas pourquoi Israël et l'Amérique, franchement, n'utiliseraient pas les mêmes tactiques que nos ennemis. Je vais vous confier un secret alors que nous terminons l'émission, et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler en Israël. En tant qu'ancien responsable de la sécurité de haut niveau, m'a confié soft power, guerre de l'information, influence stratégique, exactement les domaines de la puissance américaine qui ont vaincu l'Union soviétique. Si cela n'est pas reconnu comme un problème de sécurité en Israël, cela ne reçoit pas de financement, pas d'attention, pas de priorité. Comme Gaza, la Syrie, le Liban, c'est-à-dire les menaces militaires cinétiques telles qu'elles sont comprises par chaque gouvernement israélien depuis sa fondation en 1948 ou sa refondation en 1948, le soft power et les opérations psychologiques, ainsi que la guerre narrative. Dans le discours officiel israélien, cela est perçu comme une menace pour la sécurité nationale. Une fois qu'elle reçoit ce type de qualification, l'argent afflue, les priorités affluent, et c'est là où nous en sommes actuellement. C'est pourquoi votre voix lors de la conférence sur l'antisémitisme est très importante, car la sous-structure idéologique de l'antisémitisme constitue cette question de sécurité nationale. Absolument. Et puis j'ajoutais encore une chose. Je vous en prie.
Oui, vous savez, je pense vraiment, vous savez, je suis complètement d'accord avec vous. Cela doit être une menace pour la sécurité nationale. Je ne veux pas simplement ignorer le fait que, de toute évidence, nous avons affaire à deux nations alliées, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas, comme vous le savez, ce n'est pas ce que nous voulons. Je ne recommande pas qu'Israël espionne les Américains, je veux juste être clair. Je comprends les nuances, les différences entre, vous savez, la Russie qui infiltre des espaces en Amérique et Israël qui fait la même chose. C'est vrai. Mais de manière générale, je pense que tu l'as parfaitement dit. Cette guerre narrative et cette guerre psychologique contre nos ennemis, avant qu'ils n'essaient d'atteindre nos alliés, il faut s'en occuper parce qu'ils viennent pour nos alliés afin de nous atteindre. Et je pense qu'il y a une chose que tout le monde qui regarde ceci peut faire, ce qui, selon moi, concerne probablement un public composé. En général, tu peux me corriger si je me trompe. Comme des Juifs modérés ou conservateurs, en général, je pense que s'ils veulent s'attaquer à l'antisémitisme à droite, nous devons actualiser notre langage et cesser d'utiliser celui de la gauche, surtout quand nous l'abordons de ce côté. Il faut cesser d'utiliser des arguments tels que Israël a la plus grande gay pride du Moyen-Orient ou Israël respecte vraiment le droit international. Le langage des droits humains et de la justice sociale que nous utilisons pour convaincre les libéraux et progressistes. Ce n'est pas ce qui intéresse les conservateurs, ni Majid. Ce qui les intéresse, c'est le fait qu'Israël a plus de naissances que n'importe quel autre pays développé, le fait que nous avons cela. Vous savez qu'Israël a une forte fierté nationale, que la masculinité est encore valorisée ainsi que la mentalité de guerrier et qu'il y a un caractère religieux très fort. Et surtout, les conservateurs en Amérique veulent savoir comment un Israël fort conduit à une Amérique forte. Ils veulent savoir comment, en renforçant Israël par l'aide ou non. Vous les renforcez soit en les laissant agir librement, soit par des partenariats et crédits militaires. C'est bien cela. Cela permet à l'Amérique de recentrer son attention sur l'Indo-Pacifique et sur notre plus grande menace existentielle financière, qui est la Chine, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Et si nous pouvons renforcer nos alliés, et leur faire confiance pour surveiller leur propre région et combattre nos ennemis communs, alors cela sauve réellement l'Amérique. Des soldats sur le terrain nous font économiser argent et ressources. Et donc, je pense que si les Juifs conservateurs et modérés veulent s'attaquer à ce problème au sein de notre propre camp, ils doivent vraiment commencer à comprendre ce qui importe aux conservateurs populistes, Make America Great Again, et travailler à partir de là. Eh bien, il y a un message. Caris Rea. Pour la première fois en 2 ans, nous avons largement dépassé notre format habituel de 30 minutes. On dirait que c'est notre podcast le plus court, il est déjà fini. C'est tellement fascinant, tellement important et tellement crucial en ce moment précis. Alors merci de m'avoir rejoint et aussi au nom de Khaled Aboutameh, mon cher ami et co-animateur, euh, qui a cédé sa place pour la semaine. Et je sais qu'il appréciera beaucoup cela aussi, alors merci pour cette conversation essentielle. J'espère que nos millions d'amis en Occident y seront attentifs et que cela atteindra aussi l'Est, car ils ignorent tout cela et doivent le savoir. Un Israël fort et le fait qu'un Israël fort annonce vraiment et renforce une Amérique forte, c'est un excellent message. Amen. Eh bien, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de parler avec moi. Avec plaisir, merci à vous.